Vous nous parliez d'un défi, Cheikh. En quoi consistait ce défi et comment vous y avez fait face? Le grand défi, en fait, c'est ce préjugé favorable envers tout ce qui provenait de l'Iran à cette époque. Consistait en réalité un danger. Le malheur, c'est que la jeunesse ne lit pas assez. On se faisait passer des livres sans ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je me rappelle bien, quelqu'un m'a fait passer un livre, je l'ai ouvert, il provenait de l'Iran. Je lui ai dit, mais d'où vient-il? Il m'a dit, oui, c'est un révolutionnaire iranien, étudiant à Tunis, qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as ouvert ce livre-là? Il m'a dit, non, je n'ai pas le temps de le lire, mais voilà, vous avez le temps, je sais que vous aimez la lecture. Il m'a donné ce cadeau-là, et je l'ai ouvert, je l'ai lu. Il parle de la falsification du Coran. Je me suis posé la question, mais c'est quoi ça? Y a-t-il des musulmans qui continuent à prétendre que le Coran a été falsifié? J'ai contacté quelques-uns pour donner un avis. Ils m'ont dit que non, mais nous, on a des relations à très haut niveau avec les Iraniens. Ils nous ont assuré qu'ils ne voulaient pas du tout chiiser notre pays. Et si par hasard il y a des livres qui parviennent, bon, ce sont des erreurs de certains jeunes et tout ça qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et ils ont essayé donc de ne pas attirer l'attention sur ce phénomène que j'ai commencé à pressentir depuis le début. Alors, finalement, jeune comme j'étais, naïf comme j'étais, à cette époque-là, j'étais encore naïf. Et je l'aurais resté toute ma vie si ce n'était des occasions par la suite que j'ai pu avoir. J'ai avalé ça. Je me suis dit, oh, ça doit être vrai et tout ça. Donc, j'ai commencé à ne voir dans tout ce qui parvient chez nous que le côté révolutionnaire et dire, voilà, vous devez lire, par exemple, Bahr Sadr, vous devez lire, par exemple, Ali Shariati. Ouais, ça paraît bien. Ali Shariati, ça paraît bien. C'est pas mal. Bahr Sadr, c'est pas mal. Mais alors, Zanjani, c'est quoi? Laissez-le à côté. J'avais même pas le temps de voir ce qu'il y a dedans en détail. Bon, j'ai lu grosso modo que ça appartient à la doctrine officielle du clergé qui nos aînés et nos dirigeants nous ont fait savoir que normalement ils n'ont pas d'influence sur la révolution, ce clergé-là. Et on avait toujours entendu dire que Khomeini était boycotté par le grand clergé chiite. Et réellement, c'était pas faux, mais pour d'autres raisons. Peut-être j'expliquerai ça, pas dans cette série, mais ailleurs. Mais pas pour cette raison. Il a été boycotté, pas pour cette raison. Donc, cette invasion culturelle devait trouver quelqu'un qui relève le défi. Et devait trouver quelqu'un qui est solidement construit. Et ce n'est pas un simple étudiant avec des connaissances en sciences exactes qui pourrait répondre éventuellement à des questions telles que le Coran est-il falsifié ou pas? Et d'où alors je vais trouver les réponses? Parce que c'est moi qui étais appelé à trouver les réponses. Je me suis trouvé, vu le cursus que j'ai fait, je me suis trouvé du coup en première ligne de front. Pour toute question, on vient des trois facultés qui étaient là-bas, la faculté des sciences et techniques, la faculté de gestion et la faculté de médecine. Et aussi de l'école des bâtiments. Il y a les 4 instituts qui étaient là-bas. Tous, ils venaient chez qui? Chez moi, pour me demander
mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'il est là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et j'étais censé pouvoir répondre. Alors que je n'étais pas formé pour ça. C'est-à-dire mon cursus zétounien, lui, il ne comprenait rien sur le chiisme. Rien. Ni le chiisme moderne, ni le chiisme médiéval. On s'intéressait pas du tout à étudier le chiisme dans le cursus zétounien. C'est pour ça que pour la majorité des grands chefs de la Zétouna, ce n'était pas un phénomène compréhensible du tout. Je me rappelle bien, par la suite, j'ai rencontré ceux qui ont emporté Cheikh Mohammed Salah Hanifa en Iran, et ils m'ont raconté son épisode. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Quelqu'un, dans les 80, avec les 80 ans à peu près, il n'avait pas une idée réellement de la doctrine de ce pays. Il est allé là-bas avec toute la bonne foi du monde. Et moi, je me suis trouvé dans ce défi-là. Comprendre suffisamment cette culture envahissante, non pas pour défendre, parce que j'étais neutre, j'étais pas contre, comme ça gratuitement, mais pour pouvoir répondre aux questions qui me seront posées. Et d'une façon scientifique et neutre, parce que si on demande à moi et pas à d'autres personnes, parce qu'il y a bien d'autres personnes qui veulent répondre, mais la majorité savent que leur réponse est plutôt quelque chose de sentimental et impulsif, et c'est pas quelque chose de logique. Donc c'est ça le grand défi. Et je me suis trouvé, moi qui étais toujours pour la recherche, obligé à faire ma première grande recherche après avoir terminé. Heureusement que j'ai fini de terminer ma recherche sur tout le patrimoine de Sayyid Qutb. J'avais lu tout ce que les deux Qutb, Sayyid et Mohammed, avaient écrit, et j'avais fait la synthèse, et j'ai pris finalement donc mes positions envers tout leur patrimoine. Heureusement que j'avais terminé ça, et parallèlement à mon cursus de tahsil, j'ai commencé à faire ma recherche à l'intérieur du patrimoine envahisseur. Et ça m'a pris 2 années pour pouvoir lire, pas toute la littérature chiite, mais la littérature qu'on distribuait. Alors, il y avait 2 parties, une littérature traditionnelle et une littérature révolutionnaire. Et là, je me suis trouvé dans une position où je pouvais me servir de la partie moderne et révolutionnaire contre la partie traditionnelle. Donc, je n'étais même pas obligé d'aller chercher ailleurs les réponses. Donc, chaque fois que je trouve un problème, par exemple, quand Nouri Tabrasi il dit que tout un livre, Fasl al-Khitab, fi ithbat, tahrif, kitab, Rabb al-Arbab, pour prouver que le Coran a été falsifié. Tout un livre. Du coup, je trouve un autre livre écrit par Ali al-Fahmi al-Asfahani qui reprend ce livre-là, complètement, pour prouver que non, c'est pas vrai. Donc, la recherche que j'ai faite a été fructueuse dans ce sens. Mais alors, par la suite, après 2 ans de recherche, quand je me suis un peu retrouvé face à la réalité, j'ai trouvé que la réalité a commencé à changer. Parce qu'entre-temps, il y a eu des gens qui ont déjà avalé une partie de la partie traditionnelle. C'est-à-dire, déjà en 82, j'ai pu rencontrer quelqu'un, un Tunisien converti au chiisme déjà traditionnel, et qui prétend que oui, le Coran a été bien falsifié. Alors, vraiment là, la chose, je l'ai vue très compliquée. Mais avant d'arriver là, en 82, il y a eu bien de choses qui sont arrivées. Et si on est arrivé là, en 82, c'est parce que la Jama'a al-Islamiyya a pris un coup terrible en juillet 81. Et c'est un point là que je dois expliquer, parce que c'est un tournant dans l'évolution normale du mouvement musulman ou islamique en Tunisie.